Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un concept que j'avais fait il y a 2 ans maintenant. Et je me suis dit, bah t'as quand même lu un petit peu entre les deux. Et je sais que ça vous avait beaucoup plu. Et je dis que c'était le genre de vidéo qui pouvait être utile pour les gens qui n'ont pas de temps à perdre à lire des séries de 15 tomes. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter 5 ouvrages tomes uniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suite à attendre. C'est un one shot et on passe à autre chose après. On va rester dans l'imaginaire. C'est un prisme assez large. On va passer du gothique à la fantasy pure en abordant la SF avec des classiques, des choses un peu plus modernes. Si t'as un rythme de lecture qui te permet de tenir une semaine voilà, avec un bouquin, voilà, c'est typiquement le genre de bouquin que tu mets dans ta valise et c'est parti. Je suis déjà en projection des vacances de septembre, là je suis en mode je pense qu'à ça. Mais j'avais envie de vous en présenter et je vous ai fait une jolie petite sélection. Avant toute chose, je vous rappelle les dates de juin et de juillet. Et surtout, je voulais simplement vous dire qu'on était aux Imaginales aujourd'hui jusqu'à ce soir et je vous remercie si vous êtes passés parce que c'est un peu l'événement de l'année pour nous. C'est un festival que j'aime beaucoup. On retrouve pas mal de gens qu'on apprécie bien et sur ce, bah, on commence la vidéo. Le premier, c'est de la fantasy gothique avec une dose de romance et de malaise, si je peux m'exprimer comme ceci. Normalement, le livre doit être adapté sur la plateforme Hulu prochainement. Ils sont en train de faire les recherches de casting. C'est un peu celui que j'ai préféré de l'autrice. Alors, c'est un bouquin qui a autant convaincu qu'il a pas convaincu. Il y a des gens qui ont pas du tout accroché au plot twist. Moi, j'ai plutôt apprécié parce que je trouvais ça très original, mais c'est un livre qui est très glauque sur la manière dont ça aborde le sujet. On va parler d'eugénisme et tout ça, et d'agression faite aux femmes, donc voilà, il y a des scènes qui sont extrêmement malaisantes parce que t'es dans le corps de la nana qui se fait attaquer, mais ça a un intérêt scénaristique assez intéressant et c'est une dénonciation de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia qui est un ouvrage qui présente un univers gothique en Amérique du Sud avec vraiment ce parti pris qui est l'originalité du texte. En tant que livre gothique, c'est moyen, mais le parti pris de présenter ce prisme-là, de casser toute l'imagerie gothique, parce que l'imagerie gothique c'est bien l'Europe avec des personnages très blancs de peau à la Tim Burton, vous voyez, si on peut un peu mettre ça au cinéma, c'est vraiment cet univers-ci, avec des maisons hantées, avec des esprits, avec ce genre de choses, ou un élément surnaturel, c'est Jane Eyre, c'est tous ces ouvrages-ci, et dans celui-ci on va suivre Noémie, c'est une femme libérée. Quand je vous dis libérée, elle fume des cigarettes, elle conduit des voitures et elle drague des garçons. On est dans les années 50, donc à Mexico. C'est peu probable comme situation, elle a une grande bouche, gros caractère, ce qui m'a poussé à pas trop aimer le personnage, mais ce qui en fait aussi l'intérêt, parce que c'est une femme qui est un peu en contre-courant de ce qu'on voit. Elle a un papa qui l'aime beaucoup, c'est un peu une petite fille gâtée, et elle a surtout une cousine qui a un destin un peu horrible. Sa cousine, ses parents sont morts quand elle était jeune et son père a recueilli sa cousine et donc elles ont été élevées un peu comme des sœurs. Cette dernière va faire la rencontre d'un homme que Noémie n'a jamais rencontré et va l'épouser et va le rejoindre dans un manoir à 1 heure, 2 heures de Mexico. Noémie s'inquiète pas plus que ça jusqu'au jour où elle reçoit une lettre très inquiète de sa cousine qui lui dit « Ils essaient de m'empoisonner. Viens me chercher Noémie, viens me sauver car je n'y arriverai pas toute seule, je suis prisonnière de fils durs comme de l'acier qui me traversent mon esprit et ma peau et tout est là dans les murs. » Donc elle en parle à son père et son père lui dit bah va voir ce qui se passe, donc elle y va parce qu'elle veut pas la laisser dans le pétrin. Et sur place elle va se confronter au mari de sa cousine, un homme fort élégant, fort beau et très impressionnant, et à sa famille un peu bizarre, dans une maison qui est un ancien manoir mais qui, tu vois que les rideaux ils sont un peu passés, voilà, c'est des gens qui étaient très riches et tu vois que la richesse s'amoindrit un petit peu, et elle va essayer de savoir ce qui se passe, que sa cousine a l'air d'être bien sur place, donc elle comprend pas trop. Et va faire aussi la rencontre du frère de cet homme, qui est un homme plutôt effacé, malingre, qui a l'air pas très en forme, et il y a plein de mystères qui vont se tisser là-dessous. Pas forcément que ça fait peur, mais ça met très mal à l'aise, parce que comme je vous dis, il y a des choses un peu glauques dans le texte. Les révélations finales parlent de quelque chose de très malaisant aussi, et le plot twist est particulier. Alors, ça passe ou ça passe pas, mais
mais a le bénéfice d'exister, et j'ai trouvé ça très esthétique. Si ça s'est mis en série, ça risque de faire quelque chose de très bien. Et ce que j'ai apprécié dans le récit, c'est le parti pris de parler de l'histoire des Mexicains. Là, c'est pas des Mexicains qui ont le château, hein, c'est des Anglais, il me semble, qui ont habité ici, qui sont partis, et on parle donc du colonialisme et de l'exploitation des Mexicains aussi par ce texte. Alors, c'est en fil narratif tout au fond, mais c'est ce qui fait aussi le charme du récit. Noémie est un peu tape-nerf, mais ça donne de l'énergie au texte, et l'ambiance pour moi est assez réussie. Ça a mis très mal à l'aise certains. Il y a des gens, en fait, ils ont lu ce texte en pensant que c'était un roman gothique, et donc le côté romance, ou du moins il y a un côté séducteur dans le texte, un peu glauque, a mis mal à l'aise, et les gens qui pensaient que c'était de la romance pensent et étaient déçus, parce que il y a une place dans le texte, mais je trouve qu'elle est plutôt bien faite, et je pense qu'en adaptation ça va être très chouette. Moi j'ai bien plus aimé Mexican Gothic que la fille du Docteur Moreau de cette autrice-ci, mais je trouve ça intéressant de mélanger les genres, et au moins ça a le mérite d'exister, et moi j'avais passé plutôt un bon moment de lecture. Ensuite, alors là on passe sur un genre qui n'a rien à voir, je vous présente un très grand auteur d'imaginaire, donc c'est plutôt une bricasse, hein. Je vous dis que c'est un tome, mais t'as à manger, c'est Guy Gabriel Kay chez La Talente. Alors la chanson d'Arbonne, moi ça a été un coup de cœur, du fait que j'adore la littérature médiévale et que j'ai étudié la littérature médiévale à la fac. On est sur une histoire assez triste. On est à Arbonne, et Arbonne c'est gouverné par une femme. Il y a eu une histoire avec deux seigneurs et une femme dans le texte qui est horrible, et on va suivre un jeune homme qui lui est le fils d'un baron d'un autre royaume, on va dire, qui est en guerre un peu avec Arbonne, et qui a fui son père, et on va savoir un peu pourquoi, et celui-ci va être mêlé à plein de complots politiques. C'est une histoire extrêmement tragique, l'histoire d'amour qui est un peu présente dans le texte est très médiévale et très très belle. C'est un texte qui m'a beaucoup plu parce qu'il y a beaucoup de références à la culture d'Oc, donc à toute la période d'Aliénor d'Aquitaine. En France, vous savez, on avait un peu le nord et le sud qui étaient coupés. Le nord, on avait des bardes et tout ça qui venaient chanter, mais le sud, avec les trouvères et les troubadours, on était dans un pays où la culture rayonnait, où les femmes avaient une grande place dans la société, gouvernaient et surtout étaient maîtresses des arts, et on avait toute cette culture du chant, de la fête et tout ça. Donc on parle un peu de cette période-ci, de ce mythe un peu d'Aliénor sous-jacent, et surtout de la lutte de royaumes qui essayent de renverser le pouvoir, des manipulations politiques. C'est très très bien écrit. J'avais jamais lu Guy Gabriel Kay, il faut que je lise d'autres choses de lui, parce qu'il a écrit La tapisserie de Fivonard, voilà, il a écrit pas mal de textes très intéressants, mais à chaque fois, ce que j'ai compris, il y a une grosse dose d'histoire, et là, en tant qu'appréciateur du médiéval, on en prend plein la tête, parce que tu vois que c'est recherché, que c'est tout à fait crédible, et que c'est très très beau. Le texte est magnifique sur ce qu'il raconte, c'est palpitant, et si vous aimez les histoires tragiques, vous allez être servi dans celui-ci. On a de la bataille, de l'aventure, du complot politique, de la romance, on a voilà, de l'historique, et ce qui fait un très très beau livre qui met en avant toute cette culture d'Oc qui est si intéressante, bercer la France pendant des années. Ensuite on passe plutôt au côté SF de la force. J'en lis pas énormément, mais celui-ci j'avais envie de vous en parler parce que la démarche esthétique et la démarche d'écriture est super intéressante et quasiment équivalente en fait au texte. Je vous parle de Tema One de Michael Roch, qui est un ouvrage de SF où on va suivre une mégalopole du nom de Lanville. Lanville, c'est la cité où tous les migrants ont abouti, et c'est une énorme cité très très technologique où il n'y a plus de nature du tout, et on va suivre plusieurs groupes. On va suivre des baroudeurs, des gens qui vivent dans la rue, on va suivre des gens qui sont dans la haute société, un peu plus à la direction, et en fait ils ont tous un but, c'est de retrouver la terre de leurs ancêtres, cette terre qui était si verdoyante et où la nature était si présente. C'est un roman un peu de science-fiction créole, je sais pas si on peut le décrire comme ceci, qui a pour but de mettre en avant la langue créole dans le texte, c'est-à-dire que le texte... moi je le conseille surtout quand on ne parle pas créole de le lire à haute voix,
parce que c'est une recherche esthétique assez intéressante, parce que tu essayes de découvrir ce que veut dire les mots. C'est une volonté de remettre la langue créole dans la littérature, et notamment la littérature francophone, et de la proposer à un public qui vit dans les dom-toms et tout, mais surtout à un public aussi qui ne connaît pas et qui va découvrir ça. Ça parle des migrants, ça parle de la colonisation, ça parle de la récupération de la langue, de la réappropriation de la langue, et ça parle aussi de l'écologie, de la nature et de nos ancêtres, et de ne pas oublier d'où on vient et tout ça. Ça va être des histoires de personnages assez dures et tout ça, mais moi ce qui m'avait vraiment conquis dans le texte, c'est le travail esthétique et la langue qui ça m'a challengée, tu vois. Et lire notamment dans les dialogues à haute voix pour essayer d'en apprendre un peu plus. C'est chez La Volte. Alors vous savez que La Volte met toujours en avant, on va dire, des prises de risques littéraires, mais c'est un texte qui est très engagé. Il n'y a pas 36 textes qui parlent de ce sujet-là, surtout en imaginaire, et c'est vraiment une prise de parti que j'ai grandement apprécié de découvrir. Ensuite, on passe sur de la fantasy française historique, avec un auteur qui prend pour cadre ici l'Espagne et les morts qui vivaient en Espagne. Je vous présente Du roi je serai l'assassin de Jean-Laurent del Socorro, donc chez Actu SF. On est au XVIe siècle. Puis alors c'est Sinan son nom. Alors c'est un Morisque. Les Morisques, c'est les musulmans qui se sont convertis à la religion catholique. Il a 2 sœurs, un père qui est très violent, et ils vivent en Espagne sous l'ombre de l'Inquisition, de chasser, on va dire, toutes les personnes qui sont mortes à l'époque musulmane. Sa quête, on va dire, d'une pierre liée à des dragons qui remettraient, voilà, je vous laisse un peu découvrir ça, le mène aussi en France, et donc on va avoir des grands événements, et on va parler surtout d'inquisition ici, et de religion. C'est un texte qui est très particulier. Alors je mets un trigger warning, je suis obligée de le mettre parce que c'est un spoil un petit peu, mais il faut que vous soyez au courant. On parle d'amour fraternel, au-delà de l'amour fraternel, voilà, on parle de relations entre frères et sœurs qui dépassent le cadre de la fraternité. Voilà, donc c'est assez particulier, mais c'est assez triste et tragique dans le texte, et c'est très bien fait. Et c'est vrai que le côté historique est super intéressant, parce que déjà on voit un peu comment l'Inquisition a pris plus en plus part dans la politique en Espagne, la peur des gens qui ont été chassés, et c'est un roman qui est très très dur. Le père est affreux dans le récit, c'est un roman qui parle de la vie, mais c'est violent, quoi, c'est violent. Les personnages sont très attachants, notamment Sinan et sa sœur. Ses sœurs sont bouleversantes, et c'est un récit qui m'avait beaucoup plu parce que je ne savais pas où on allait. Le côté fantastique, c'était pas ce qui m'avait plus convaincu, c'était vraiment le côté historique, mais ça aborde plein de sujets de l'époque, sur notamment la liberté des croyances. Ça vous permettra de connaître un peu l'histoire, on va dire, entre l'Espagne et la France de l'époque, tout en étant super facile à lire, très bien écrit, et assez fluide. Voilà, ça se lit très bien, mais sachez que les thèmes dans celui-ci sont parfois un peu violents, et la fin était un peu précipitée dans mes souvenirs, mais sinon c'était un très bon roman. Et le dernier, alors celui-ci c'est un classique, alors que je n'ai pas grandement apprécié, mais je préfère en parler parce que ça fait partie des classiques, et que ça serait dommage que des gens ne prennent pas le temps de le découvrir. C'est de la fantasy avant Tolkien, donc c'est important aussi de lire ce genre de fantasy, parce que la fantasy a tellement été modelée par Tolkien pendant des années, qu'il est intéressant de voir un peu ce qui s'était fait avant. Donc je présente Le Serpent d'Ouroboros, donc de Eric Rucker Edison. Donc Edison, il est assez connu en imaginaire pour ça. C'est chez les éditions Calidor, qui ont pour but de réimprimer des textes libres de droit, qui sont tombés dans le domaine public, voilà, qui sont centenaires et ce genre de choses. Ici, donc c'est pour une édition centenaire, très très belle édition illustrée, voilà, si je peux vous montrer un peu, mais j'étais pas très fan du dessin d'illustration à l'intérieur, mais ça a le bénéfice de faire ça. Et puis en plus, je crois qu'ils sont en partenariat avec Anne Carrère pour leur distribution. Le Serpent d'Ouroboros, c'est de la fantaisie un peu mythologique, avec des démons et des sorciers. C'est pour ça que c'est super intéressant à lire, parce que t'as l'impression que c'est what the fuck, vraiment. C'est un peu comme Vance, tu sais, c'est des fantaisies où c'est un peu improbable, mais en fait c'est parce que c'est pas du tout construit en fonction de ce qu'on a lu pendant des années. En fait, c'est les démons dans l'histoire qui vont se faire un peu laminer par le roi de la sorcerie, donc les sorciers, et on va suivre une espèce de petite
troupe de démons qui vont partir chercher vengeance. Construit de manière un peu à la jeu de rôle, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que chaque chapitre va avoir une aventure. C'est un truc qu'on peut retrouver un peu chez Howard aussi, chez Conan, il y a un petit côté un peu comme ça, heroic fantasy. C'est très viriliste, badass, sexiste, voilà, ça reprend les thèmes de l'époque, il faut s'y remettre dedans parce que c'est parfois un peu choquant, mais on est sur du... Ouais, si je peux le rapprocher, on est un peu sur du Conan, c'est-à-dire que ça se tabasse, c'est on se bat, et en même temps ça se veut aussi un petit peu tragique, les femmes sont perfides ou très belles et à sauver. Moi je me souviens, il y a une scène avec une espèce de sorcière séductrice, on va voir des scènes avec des créatures, on va voir des créatures qui sont plus proches de la mythologie, on a une manticore il me semble à un moment. C'est une originalité, alors qui est dans un style que je trouverais assez lourd, alors c'est très bien, c'est une plume qui date, moi que j'ai pas trop apprécié, mais c'est très lourd et c'est une fantaisie extrêmement descriptive. Faut que vous aimiez la description parce que quand vous rentrez dans une pièce avec Edison, vous avez la description du trône jusqu'aux pierreries du trône, hein. Donc c'est vraiment très très descriptif sur les tenues et tout ça, mais ce qui fait un world building assez riche et surtout un univers qui est totalement intéressant entre mythologie, démons, sorciers. C'est quand même 30 ans avant le Seigneur des Anneaux, hein, donc on est quand même sur un manuscrit qui faut replacer dans son siècle, mais qui saura sûrement convaincre les amateurs de très grosses fantaisies héroïques à papa, où on est sur des trucs très de bonhomme et que ça se bastonne et tout ça, en même temps avec aussi des choses qui peuvent paraître un peu plus doux, ou du moins un peu plus tragiques. Mais c'est vrai que ça rend un univers particulier et c'est ce qui est pour moi l'intérêt, et c'est surtout l'intérêt des textes qui ont été quand même à la base de la fantaisie. Et donc, je voulais que je vous en parle, c'est un tome unique, t'as quand même de la lecture, hein, ça fait 600 pages et en plus c'est beaucoup de descriptions, donc c'est long à lire selon moi, mais l'ouvrage est très très beau et que ça pourra peut-être vous intéresser et vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais si vous êtes dans la démarche d'essayer de découvrir des ouvrages très anciens d'imaginaire, bah, ça peut être un moyen de le découvrir. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, à me conseiller des livres en tome unique, à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé, même si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.